Donc, après avoir défini la population et l'habitat, on va s'intéresser à sa niche écologique. Qu'est-ce que c'est? Cela comprend toutes les conditions et les ressources biotiques et abiotiques nécessaires au maintien de notre population. La niche écologique permet aussi de définir le rôle qu'une espèce joue dans son milieu. Nous devrons analyser différents critères pour permettre de définir correctement la niche écologique. Commençons avec le régime alimentaire. La place d'une espèce dans son environnement sera définie notamment par son régime alimentaire. En effet, ce qu'elle mange influencera la taille nécessaire à son habitat, ainsi que ses interactions avec les autres espèces présentes dans le territoire. On peut diviser en 3 grands régimes alimentaires de base, soit les carnivores qui mangent de la viande, les herbivores qui mangent des végétaux et les omnivores qui mangent de tout. Le groupe des carnivores est très varié. En effet, tout dépendant de la source de viande, on va les appeler différemment. Les insectivores vont manger principalement des insectes, comme notre caméléon. Les piscivores vont manger principalement des poissons. On aura des pêcheurs comme ce pélican. Les charognards, eux, vont principalement manger des cadavres d'animaux. On peut penser à la hyène ou au vautour. Les mulocivores, eux, s'intéressent plutôt aux mollusques, donc différents oiseaux comme l'huîtier et le milan des marais. Les zoophages, eux, vont s'intéresser plutôt aux œufs d'autres oiseaux, reptiles ou amphibiens. Il va en être de même pour les herbivores, qui vont consommer différentes parties de la plante ou différents végétaux. Donc le nectarivore, comme les colibris, vont s'abreuver principalement au nectar des fleurs. Les frugivores vont s'alimenter à même les fruits, comme les macaques et certaines espèces de chauves-souris. Les granivores, eux, c'est plutôt les graines, donc comme les gros becs, les perroquets et certains rongeurs. Les mycophages, c'est les champignons qui les intéressent. L'écureuil roux, par exemple, est un grand consommateur de truffes du cerf. Dans le dernier groupe, donc les omnivores, eux, ils sont capables de manger autant de la viande que des végétaux. L'ours et le poisson rouge sont 2 exemples. Dans le groupe des omnivores, on va aussi placer les planctophages, comme les baleines à fanon. Ils vont manger du plancton. Mais qu'est-ce que c'est du plancton? En fait, ce sont à la fois des végétaux et des animaux qui sont trop petits pour résister aux courants marins, qu'on va appeler soit zooplancton, les animaux qui vont entrer dans la définition de plancton, et les phytoplanctons qui seront, eux, des végétaux. Ainsi, 2 espèces peuvent facilement occuper le même habitat sans se faire compétition s'ils ne mangent pas la même chose. Le rôle dans la chaîne alimentaire. À la base, on retrouve les producteurs qui produisent leur nourriture à partir des éléments de base. Ici, on pense surtout aux plantes qui fabriquent du sucre à partir de la photosynthèse. Donc l'eau plus le gaz carbonique plus la lumière du soleil nous donnent du sucre et de l'oxygène. Toutes parties vertes de la plante peuvent faire de la photosynthèse. Il y a aussi certains monaires qui peuvent faire de la chimiosynthèse pour se nourrir, à partir de l'hydroxyde de soufre, une molécule qui est produite par les cheminées abyssales dans le fond des océans, où la lumière du soleil ne pénètre pas, où donc la photosynthèse est impossible. C'est le cas des bactéries pourpres sulfureuses qui va produire des cristaux de soufre comme déchets présents dans son cytoplasme. Le ver géant en tube exploite cette bactérie pour se nourrir. Au-dessus des producteurs, on a les consommateurs. Ces derniers sont divisés en plusieurs niveaux. Est-ce qu'ils sont des consommateurs de premier ordre qui vont manger les producteurs, qui sont nos herbivores? Les consommateurs de deuxième ordre et troisième ordre, eux, vont manger les consommateurs de premier ordre ou de deuxième ordre. On a donc des carnivores. Les restes de ces 2 paliers précédents vont être consommés par les décomposeurs. Ils vont utiliser la matière organique, la décomposer et la rendre à nouveau disponible pour les producteurs. On peut simplifier ce cycle en parlant de chaîne alimentaire. Voici un exemple de relation alimentaire dans la savane africaine. L'herbe et les différents végétaux sont à la base consommés par les éléphants, les hippopotames, les gnous et les phacochères entre autres, qui sont eux mangés à leur tour par les hyènes, les lions et les léopards. On a les plantes qui sont nos producteurs, les éléphants, les hippopotames, les gnous et les phacochères qui sont nos consommateurs de premier ordre, et le lion, la hyène et le léopard qui seraient des consommateurs de deuxième ordre. Le rythme journalier et le rythme saisonnier. Le rythme journalier va également influencer la niche écologique des espèces. En effet, si 2 espèces qui ont la même alimentation ne chassent pas au même moment, le niveau de compétition entre les 2 est minime. On entend par rythme journalier la période dans la journée pendant laquelle l'individu va faire ses activités. Autant l'alimentation que les déplacements
ou la recherche ou la construction des abris. On dira qu'une espèce qui est active le jour est diurne. À l'inverse, si elle est active la nuit, on dira qu'elle est nocturne. Le rythme saisonnier est aussi une question d'activité, mais cette fois-ci, on l'applique sur l'ensemble de l'année. Est-ce que les individus ont des périodes d'inactivité totale durant l'hiver? On dira qu'ils hibernent. Leur rythme cardiaque diminue, leur température interne également diminue. On a l'impression qu'ils sont dans un presque coma. Les marmottes, les loirs et les chauves-souris sont des bons exemples d'hibernation. Les grenouilles aussi hibernent tout l'hiver en s'enfonçant dans la vase. Est-ce qu'ils sont plutôt au ralenti, avec des périodes d'inactivité coupées par des sorties à l'extérieur durant l'hiver? On dira alors qu'ils hivernent. Les ours, contrairement à ce que l'on croit, hivernent. En effet, il y a peu de variations de leur rythme cardiaque et respiratoire, ce qui fait qu'ils peuvent se réveiller facilement. Les ratons laveurs et les opossums sont aussi d'autres animaux qui hivernent. Est-ce que les individus se déplacent sur la planète dépendant des saisons? Ce sont des migrateurs. Les oiseaux migrateurs sont les exemples typiques de la migration. Quand l'automne arrive, on voit les grands voiliers de bernache ou d'oies blanches qui s'en vont vers le sud pour ne pas affronter l'hiver canadien. Et on les voit revenir au printemps lorsque les beaux jours reviennent. La barge rousse serait l'oiseau migrateur à parcourir la plus grande distance sans faire de halte. Elle voyage ainsi de l'Alaska jusqu'à la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire environ 11 000 km. Il y a également d'autres espèces, autres que les oiseaux, qui peuvent migrer. On pense aux baleines, qui vont passer une partie de l'été sur nos côtes en Amérique du Nord et qui vont redescendre vers l'Amérique du Sud pendant l'hiver. Les anguilles, elles, vont passer une partie de l'année en Europe et revenir une partie de l'année ici en Amérique du Nord. Dans la niche écologique d'une espèce, on ne peut pas exclure qu'il y a d'autres espèces qui partagent le même territoire. Il est possible que ces espèces soient complètement indépendantes. On dira alors que les deux espèces sont neutralistes. Par contre, ce n'est pas toujours le cas. En effet, il existe de nombreux types de relations entre les espèces et on va les classer selon le gain et les pertes occasionnées par cette relation. Les relations positives. Ces relations positives sont bénéfiques pour les deux espèces. On a des relations positives qui sont obligatoires pour la survie des deux espèces, soit la symbiose, et les relations qui sont facultatives, qu'on appelle le mutualisme. Le lichen est une association obligatoire entre un champignon et une algue. On peut voir le champignon comme un agriculteur qui cultive des algues pour se nourrir. Le corail est un invertébré qui vit en colonie. Chaque polype sécrète du calcaire pour former leur exosquelette. Quelques espèces sont capables de se nourrir tout seuls, mais la plupart doivent s'associer à une algue qui s'appelle la zooxanthelle. Elle va produire du sucre par la photosynthèse et va être protégée par les polypes. Tous les deux en retirent un bénéfice important. La pollinisation des fleurs qui sont exclusivement entomogames est également une association symbiotique. Dans nos forêts, il existe aussi une relation essentielle entre un champignon et les arbres qu'on appelle la mycorrhize. Les champignons fournissent de l'eau aux plantes et vont en retirer du sucre en échange. Pour le mutualisme, c'est plutôt une relation qui est positive, mais si elle est absente, elle ne mettra aucun des deux individus en péril. Donc l'association, par exemple, anémone et poisson-clown est l'exemple typique. Le poisson est recouvert d'un mucus pour empêcher de coller aux tentacules urticantes de l'animal. Il se cache à l'intérieur de cet animal-là et le protège en retour. Le moucherolle querelleur est un éboueur pour les mammifères comme le capybara. Il profite de l'animal pour se déplacer et se nourrir en enlevant les parasites de leur fourrure. Les mammifères sont donc débarrassés d'insectes gênants. L'indicateur, un oiseau, a établi une relation mutualiste avec les Yao, un peuple d'Afrique. Les hommes ont appris à faire un bourdement spécifique qui avertit l'oiseau de partir en chasse. Ce dernier les conduit très souvent vers une ruche. On dit que sans l'oiseau, la chasse au miel serait un succès dans seulement 17% des cas. Alors que lorsqu'ils utilisent l'oiseau, ils ont 50% de chance de retrouver une ruche. Une fois sur place, l'homme récolte le miel et laisse les larves pour l'oiseau. La légende Yao dit également que si on omet de donner une récompense à l'oiseau, la prochaine fois, il nous conduira directement vers une troupe de lions. Le Bernard l'ermite entretient aussi une relation avec un anémone de mer. En effet, il lui procure une maison et un garde-manger
En retour, l'anémone de mer lui donne un moyen de défense efficace. Lorsque le Bernard l'ermite change de coquille, il décolle les anémones sur l'ancienne coquille pour les replacer sur la nouvelle. Les relations positives et négatives. Donc, on va parler cette fois-là de relations qui vont être bénéfiques pour une espèce et délétères pour l'autre. Donc, la prédation. Dans la prédation, on a un prédateur qui va s'alimenter de ce qu'on appelle la proie, qu'il va capturer de différentes manières. La classique attaque de félin, ici, contre un phacochère qui utilise ses griffes et ses dents acérées pour venir à bout de sa proie. Un jaguar noir qui s'attaque à un anaconda. Ici, on voit une mangouste. Ce petit animal a l'air inoffensif, mais c'est un cruel prédateur mangeur de serpents. Il est très agile et très rapide pour parvenir à mordre le serpent en premier. Certains scientifiques pensent même qu'il aurait une résistance au venin de certaines espèces de cobras. Ici, on voit un pigargue blagre qui est un pêcheur à vue. Il repère sa proie du haut des airs avec son excellente vision et fonce sur cette dernière, serre en avant pour la saisir. Ici, le fruit de sa pêche est un serpent de mer. L'aigle doré est un chasseur de montagne. Il fonce sur l'animal pour qu'il s'assomme sur les parois rocheuses et ainsi facilite la capture de l'animal. Les coléoptères terrestres du genre Épomie sont de fins stratèges machiavéliques. Ils utilisent la psychologie inversée. Quand un prédateur se présente pour l'attaquer par derrière, il se retourne et attaque en retour avec un regard hypnotique. Il s'attaque ainsi à des proies beaucoup plus grosses que lui, comme c'est le cas ici de cette grenouille. Les anguilles électriques utilisent un courant électrique dans l'eau pour immobiliser leur proie. Ici, on voit un bras de mannequin muni de diodes électroluminescentes qui est attaqué par une anguille. Le courant électrique produit par l'anguille permet d'allumer les ampoules. Le héron noir va être un pêcheur qui va utiliser comme subterfuge la couleur de ses ailes. En effet, il va faire une espèce de parapluie au-dessus de l'eau. La lumière ne va pas passer à travers ses ailes qui sont noires. Les poissons vont avoir l'impression que c'est la nuit. Et la nuit, il y a moins de danger. Les poissons vont sortir de leur cachette pour aller vers la surface se nourrir. Un petit repas facile pour le héron. Donc, le travail d'équipe est aussi efficace comme méthode de chasse. Les orques vont produire de grosses vagues à proximité de leur proie. Ainsi, pris par surprise, la proie va être renversée par la vague, va être facilement accessible pour un des membres de l'équipe de chasseurs. Le parasitisme. Donc, le parasite va s'associer à un autre, soit pour se nourrir, à même le sang de l'individu par exemple. Certains parasites vont même profiter de l'autre pour se reproduire ou pour s'abriter. Ici, on voit le Stimatoa exigua ou le croqueur de langue. Donc, la larve s'infiltre dans les branchies d'un poisson. La larve va s'accrocher dans la bouche et tranquillement devenir adulte. Elle se nourrira à même ce qui va entrer dans la bouche du poisson. La balane parasite va faire un peu la même chose avec un crabe. La larve va pénétrer à l'intérieur d'un orifice présent chez le crabe et une fois adulte, elle va produire un sac d'œufs qui va se retrouver sur la partie ventrale du crabe. La banane peut manipuler la chimie du cerveau de son hôte pour lui donner l'impression que ce sac contient ses propres œufs et ainsi forcer le crabe à s'en occuper. Les manipulations chimiques de la banane sont tellement puissantes, il peut même transformer le comportement d'un mâle qui n'a pas du tout l'instinct de protection des œufs à le faire comme le ferait une femelle. Les coucous peuvent pondre leurs œufs dans le nid d'une autre espèce. Donc la femelle va retirer un œuf de la couvée pour le remplacer par le sien. Le bébé éclot en général en premier et va jeter les autres œufs par-dessus bord. La femelle hôte n'y verra que du feu, même si l'oiseau devient vraiment plus gros qu'elle. On retrouve aussi du parasitisme au niveau des plantes. Donc ici, la Rafflesia est une plante parasite. Elle ne possède ni racines, ni feuilles, ni tiges. Elle se développe en parasitant une autre plante, en pompant la sève que la plante produit. La grande majorité des parasites ne sont pas fatales. En effet, il est avantageux pour le parasite de garder son hôte en vie, car, comme ça, on peut continuer de se nourrir, de s'abriter ou de se reproduire sans avoir à chercher un autre hôte vivant. Les relations négatives. La compétition. Pourquoi deux espèces vont entrer en compétition? En fait, c'est parce qu'elles partagent le même territoire, la même ressource, les mêmes abris. Donc, à qui sera le plus fort pour gagner l'élément convoité? Ce sera une relation négative car
Dans autant des cas, une espèce ou l'autre va être défaite et perdre la proie ou le territoire convoité. On voit ici une compétition alimentaire entre un jaguar noir et un jaguar. Après avoir attrapé l'anaconda, le jaguar noir se le fait voler par l'autre félin. Ici, la bernache défend son territoire en chassant violemment une famille de canards sur son terrain d'alimentation. Ici, nous observons le Neoclinus blancardi, une espèce de poisson très territoriale. Elle s'en prend à une pieuvre pour conserver sa demeure. Même chose pour ce groupe de hyènes chassés par la lionne. C'est le terrain de chasse des lions. Dernier type de relation, la relation positive et neutre, ce qu'on appelle le commensalisme. C'est une relation qui va apporter quelque chose de bénéfique à une espèce sans ni être négative ni positive pour l'autre espèce. Donc ici, on voit le poisson rémora qui se fixe grâce à une structure sur sa tête à différents animaux marins, comme le requin, la raie ou certaines tortues. Il profite d'un taxi gratuit et mange de petits restes laissés par le transporteur sans rien donner en retour, mais sans non plus blesser l'animal en étant fixé. C'est la même chose pour ces crevettes qui sont transportées par les oursins ou les concombres de mer et ces baleines qui se cimentent au corps des baleines. On retrouve aussi du commensalisme au niveau végétal. Donc, il y a certaines orchidées qui vont pousser dans le haut des arbres dans la forêt tropicale. Elle va simplement profiter du fait que de la matière organique se retrouve dans un V, dans un arbre, et va utiliser cela comme terre et va pousser à l'intérieur de ce compost-là. Dans la niche écologique, évidemment, l'habitat d'une espèce va avoir son importance. Il est possible que deux espèces différentes occupent sensiblement le même habitat. Et comment ils vont faire pour survivre sans entrer en compétition et s'assurer que toutes les espèces vont pouvoir rester sur le même territoire? Mais en fait, elles vont souvent occuper une partie différente de notre habitat. Ici, nous voyons un exemple avec 5 groupes de parulines différentes qui occupent la même forêt d'épinettes. Donc, on a longtemps cherché comment ces 5 espèces très similaires pouvaient coexister, surtout que leur régime alimentaire est à peu près le même. En les étudiant, on s'est rendu compte que la paruline à gorge noire se nourrissait spécifiquement sur les branches extérieures des épinettes, alors que la paruline à poitrine B préférait les branches proches du tronc. La paruline tigrée préfère la partie supérieure de l'arbre, alors que celle à croupion jaune préfère la partie inférieure. La paruline à gorge jaune se nourrit des branches intermédiaires, un peu délaissées par les autres. Ainsi, malgré un régime alimentaire identique, une place identique dans la chaîne alimentaire, avec une activité au même moment, les 5 espèces sont parfaitement en harmonie dans le même habitat. On observera cette spécialisation dans l'endroit de chasse ou de nidification chez de nombreuses communautés d'animaux, notamment chez les oiseaux marins, qui vont s'alimenter au même endroit, mais dépendant de la salinité de l'eau et de la longueur des pattes des oiseaux, ils seront spécialisés. On retrouve aussi ces éléments pour la nidification des oiseaux de falaise, où 8 espèces d'oiseaux peuvent cohabiter sans compétition de zone de nid. Maintenant qu'on a vu plusieurs exemples des différents constituants de la niche écologique des espèces en général, faisons le même travail avec notre grenouillet. Donc, tu vas trouver dans les prochaines minutes les informations qui vont te permettre de compléter le tableau concernant la niche écologique de la grenouillet. La grenouillet, Trachycephalus resinifetrix, est une grenouille arboricole qui vit au sommet des arbres de la forêt amazonienne. Elle est une chasseuse très efficace. Elle se nourrit principalement d'insectes qui sont très nombreux dans la forêt. Cette technique doit être au point car de nombreuses autres grenouilles se nourrissent d'insectes dans la réserve, notamment la grenouille cornue, Ceratophrix cornuta, la rainette jaguar, Dendrobat leucomela, et la grenouille arboricole à museau rouge, Synax rubert. Elle est relativement petite, 7 à 10 cm à l'âge adulte. Elle peut ainsi se cacher dans les creux des troncs et passer inaperçue auprès de la vipère de Schlegel, Botryechis schlegeli, de l'élave gris, Pantherophis piloide, et du boa émeraude d'Amazonie, le Corallus batesi, qui l'aiment bien dans leurs assiettes. Elle va chasser sa nourriture la nuit pour les éviter.
Les mâles vont émettre des cris spécifiques pour attirer les femelles durant les nuits sans nuages lors de la saison des pluies entre novembre et mai. La grenouille-lait a en général une santé de fer. Parfois, des épisodes d'infestation par un champignon, Batrachochytrium dendrobatidis, ou un nématode, la Ocoterranella esligeri, peuvent arriver. Quoique dans la réserve, on contrôle en général ces parasites. En résumé, la niche écologique reprend toutes les conditions et les ressources nécessaires au maintien d'une population en nous permettant de qualifier quel est le rôle de cette espèce-là dans son milieu. Pour définir son rôle, il faudra regarder quel est son régime alimentaire, quelle est sa place dans la chaîne alimentaire, quelle relation elle entretient avec les autres espèces. Est-ce qu'elle est plutôt diurne ou nocturne? Est-ce qu'elle a un rythme saisonnier particulier? Est-ce que son habitat ressemble à certaines autres espèces? Est-ce qu'elle va partager son habitat en le fragmentant? Tout ça sont des questions à se poser lorsqu'on fait l'analyse de la niche écologique. Dans le prochain épisode, on va regarder les adaptations présentes chez les animaux qui favorisent leur survie à long terme.